Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à ce désormais traditionnel forum du club Entreprise et Mécénat en Bourgogne-Franche-Comté. Un rendez-vous maintenant devenu rituel. Et oui, c'est le 1er octobre, c'est la journée européenne des fondations et des fonds de dotation. Donc une journée qui compte dans le monde du mécénat où c'est l'occasion de venir parler et d'évoquer cette actualité assez riche du mécénat en France et en Europe. Alors ce forum est organisé ce soir ici, à Dole, au lycée Charles-Nodier, que l'on remercie vraiment beaucoup pour la qualité de son accueil. Et c'est un forum soutenu vivement par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et pour la première fois, c'est un forum, on va dire, Covid-19 oblige. C'est aussi des fois une opportunité. C'est un forum qui est filmé dans les conditions du direct et que vous pourrez retrouver dans quelques jours sur la page LinkedIn du club Entreprise et Mécénat en Bourgogne-Franche-Comté. Donc l'occasion pour vous de voir ou de revoir l'ensemble de nos intervenants et de leurs propos lors de cette table ronde. Donc merci à vous en tout cas de nous suivre là où vous êtes à ce moment précis. C'est un forum qui est organisé, et je tiens à le préciser, dans le strict respect des gestes barrières. Le public est installé avec 1 mètre de distance. Les intervenants sont également eux-mêmes installés avec une distance tout à fait raisonnable. La salle est largement aérée, le public est masqué. Et puis, on a désinfecté chaque micro, ce qui permet à chaque intervenant de pouvoir parler en toute sécurité. Et je tiens à remercier l'équipe technique pour l'attention portée à l'ensemble de ces détails. Ça compte beaucoup. Merci. Nous allons passer 1 heure. Oui, 1 heure à parler ensemble de l'actualité du mécénat et de surtout se poser une question. Avec la crise sanitaire et la crise économique que nous connaissons, est-ce encore raisonnable de faire du mécénat sur nos territoires? La question mérite d'être posée parce qu'elle n'est pas si évidente que ça. Pour cela, nous avons 5 témoins qui vont se relayer ce soir et qui vont dialoguer avec nous pour se poser cette question et essayer d'apporter leurs réponses. Nous allons accueillir dans quelques instants Pierre Arnaud, bonsoir. Vous êtes le gérant du groupe EPS, environnement, propreté et services, nettoyage industriel en Franche-Comté. Nous avons également Arnaud Sabatier, bonsoir, président des salaisons Sabatier, fabricant de charcuterie depuis 1874, ça mérite d'être souligné. Nous avons également parmi nous Christophe Broyer, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Vitagora, le pôle de compétitivité de Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Vitagora, c'est un pôle de compétitivité, comme je viens de le dire, mais spécialisé sur la nourriture, la nutrition, mais vous y reviendrez. C'est important de resituer les choses. Et puis j'accueille également Olivier Barnoux, bonsoir. Vous êtes le président du groupe Géotech, bureau d'études spécialisé en ingénierie, géotechnique et environnementale. Bonsoir en tout cas, bienvenue à vous. Et puis nous accueillerons, outre un invité de marque en la personne de Denis Hameau, dans quelques instants, nous accueillerons en toute fin de plateau Virginie Taupeneau, qui est dirigeante du cabinet Coalliance, un cabinet de management qui est en charge des projets collectifs et en conseil de stratégie de financement. Virginie Taupeneau est une experte reconnue dans notre grande région sur les questions du mécénat. Elle a un œil assez affûté sur son actualité, ses enjeux, et elle viendra parmi nous faire la synthèse de l'ensemble des propos, car vous verrez ce soir, nos intervenants ont une actualité très riche et beaucoup de choses à dire sur leurs pratiques ou leurs désirs de mécénat. Mais sans plus tarder, nous allons accueillir ici Denis Hameau, vice-président du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, en charge de l'économie sociale et solidaire. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bien, écoutez, moi je suis très heureux de vous avoir rejoint. J'étais à Dijon il y a quelques dizaines de minutes, donc j'ai fait ça tranquillement. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que vous posez la question, au fond, et après le Covid, quel type de réflexion on peut mener pour répondre aux nouveaux enjeux. La première chose, c'est que nous soutenons ces démarches, nous soutenons l'initiative que vous prenez, et nous sommes à vos côtés dans ces réflexions sur un mécénat et sa dimension régionale, puisqu'au fond, l'ensemble des entreprises participent, et elles ne sont pas hors sol, elles sont sur un territoire, et elles sont
en lien avec des clients, avec des marchés et en lien avec des personnes. Et donc elles apportent de la valeur et des emplois à ces personnes. Et c'est très important. Moi, je suis sur l'économie sociale et solidaire, donc je suis sur un domaine très transverse au fond. Il y a l'économie, il y a le social, le solidaire, et puis si on ajoute l'écologie, on a peut-être un programme politique si on réfléchit un peu. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'avec le Covid, plus rien n'est comme avant. Et donc plutôt que de réfléchir au monde d'après, moi j'ai envie de penser l'après, mais à agir tout de suite. Parce que je crois que c'est à ça qu'on a à faire face si on veut vraiment relever les défis qu'on a devant nous. L'économie sociale et solidaire, elle est transversale. Elle est posée sur les territoires, comme les fondations peuvent être transversales, mais parfois elles sont un petit peu verticales. Parfois elles définissent un certain nombre de politiques d'en haut. Et quand on regarde les choses, il y a des tas de projets sur le terrain qui existent et parfois ça ne se croise pas. Donc on a besoin de mieux faire croiser les initiatives locales avec les possibilités de financement que peuvent avoir les entreprises via les fondations. Donc vous êtes à la croisée de trois choses: le territoire, les enjeux, les idées des personnes qui ont envie d'innover, et aussi à la croisée d'un sujet qui est les financements. Mais je pense que Virginie Topneau, qu'on a cité, y reviendra. Moi, ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est que plus rien ne peut être comme avant, mais il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça que je trouve très bien et que je voulais être avec vous ce soir, parce que je trouve très bien que cette initiative se tienne. Il faut avoir de l'audace. Pour autant, il faut être prudent, et donc il faut respecter les gestes barrières, il faut prendre des lingettes pour les micros, enfin, il faut faire tout ce qu'il faut pour ne pas se mettre en risque. Mais il ne faut pas arrêter de vivre, parce que pendant le Covid, on a arrêté de vivre, d'une certaine manière. Et il ne faut pas qu'on en paye le prix très fort, parce que malgré tout, on a besoin de l'économie, on a besoin que les choses avancent, même si cette économie, on doit la repenser, qu'elle soit beaucoup plus durable. Voilà, je ne serai pas plus long, je voulais juste vous dire que je suis là parce que c'est important, que cette réflexion m'intéresse, et surtout, il faut que de ce moment incroyable qu'on a vécu, donc le Covid, moi je dis souvent qu'il y a le vide, on a vécu le vide et on a eu du temps. Et j'espère que certains ont réfléchi et donc qu'ils vont changer des choses. Dans ce vide-là, on s'est aperçu que le lien entre nous était fondamental et que parce qu'on était privé de lien, parfois ça rendait certains fous et d'autres avaient des besoins et des frustrations et d'autres ont eu des idées. Donc il faut vraiment faire de ce moment-là un levier important pour transformer les choses. Et pour transformer les choses, je crois en deux choses fondamentales. La première, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on est tous capables, si on se met dans la même pièce et qu'on a envie de réfléchir à un problème et que chacun a envie de faire sa part, de trouver des solutions, j'en suis convaincu. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y aura pas de solution d'en haut, même si un certain nombre de pratiques aujourd'hui sont très verticales. Les solutions, elles viendront d'une stratégie qui sera co-construite entre il n'y a ni haut ni bas, elle sera co-construite. Et surtout, elles viendront d'une capacité à décentraliser les décisions. On l'a vu dans le cadre de la crise du Covid. Lorsqu'on nous a laissé faire, on manquait de tout, on n'avait ni masque, ni gel, ni rien au début. On s'est pourtant occupé des personnes en tant qu'élus, en tant que responsables, chacun dans nos domaines, en tant que chef d'entreprise pour vos salariés. Et lorsqu'on nous a laissé faire, on a trouvé les solutions. Et donc moi, c'est plutôt là-dessus que j'insiste. C'est qu'il y a une intelligence et une capacité sur le terrain à trouver ces solutions. Et le rôle des institutions, c'est d'accompagner ces solutions et ce n'est pas de créer des normes qui deviennent des contraintes. Les normes sont nécessaires, parce que si on n'a pas un masque avec une norme, on aura un masque qui ne nous protège pas, par exemple, donc elles sont nécessaires. Mais une norme qui devient une contrainte et qui n'est pas comprise devient assez vite contestée. Regardez un peu l'actualité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas nécessaire, mais ça veut dire que la question de l'adhésion des gens est fondamentale. Et je crois que dans le monde de l'entreprise, c'est pareil pour vous. Si vos salariés ne comprennent pas ce que vous faites en tant que dirigeant et quelle est votre stratégie, il est possible qu'on ait une déperdition d'énergie et que finalement la performance ne soit pas au rendez-vous. Qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique, qu'elle soit durable et qu'elle soit territoriale aussi. Voilà, merci de votre attention. Je ne vais pas être plus long et je pense que le débat va être super intéressant. Merci. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet en commençant par discuter avec Pierre Arnaud, gérant du groupe EPS. Lorsqu'on a travaillé, préparé cette table ronde, vous avez précisé que vous envisagiez le mécénat. Et c'est peut-être une particularité qui est la vôtre ce soir, c'est
de ne pas encore avoir commencé, mais avoir une envie de mécénat. Peut-être que vous pouvez commencer par nous présenter en quelques mots votre entreprise, ses valeurs et pourquoi vous envisagez ce projet. Oui, bonsoir. Euh, donc effectivement, le groupe EPS Environnement Propreté Service c'est un groupe de propreté et nettoyage industriel basé en Franche-Comté avec plusieurs implantations, environ 200 salariés. Et nous avons depuis de nombreuses années travaillé sur, dans un premier temps, le développement durable et puis après, depuis quelques années, on appelle plutôt ça la RSE. Avec une vision toute particulière qui est liée à notre métier, qui est un métier de main-d'œuvre, qui est pour nous, la RSE, c'est réfléchir sur les achats responsables, c'est réfléchir sur l'environnement, puisque dans le métier de la propreté, on utilise également des produits pour nettoyer les sols et les surfaces. Mais c'est aussi et surtout le volet social de la RSE sur lequel on travaille. Et ce qu'on affiche dans l'entreprise, c'est être créateur de propreté et de bien-être, le bien-être étant en premier le bien-être de nos salariés. C'est quelque chose qui est extrêmement important. On est en train de réfléchir et d'essayer d'aller plus loin pour travailler sur la raison d'être de l'entreprise. Moi, je pense que l'entreprise, et en tout cas la nôtre, sa raison d'être, c'est essentiellement de pouvoir proposer un travail à des personnes qui leur permettent de vivre dans la dignité. Et tout ça, ça conduit à une réflexion sur le mécénat, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on puisse aller au-delà des frontières de l'entreprise. Il faut qu'on puisse s'intéresser à ce qui se passe dans notre territoire. Il faut qu'on puisse aussi aller vers les autres et mettre en place un certain nombre d'actions qui correspondent aux valeurs de l'entreprise et qui permettront aussi de fédérer les équipes. Alors justement, quels seraient pour vous les projets que vous aimeriez mécéner demain? Parce que 2021, c'est demain. Ça va être très concret, très, très présent. Avez-vous déjà une petite idée des projets que vous aimeriez porter? Alors, on est en train de travailler dessus, mais c'est tous les projets qui, d'une façon générale, sont tournés vers la fragilité. Que ce soit des projets, par exemple, qui s'adressent sur des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, sur des personnes en situation de handicap. Je pense que c'est important et c'est important de pouvoir le développer sous forme de mécénat avec une partie financière, mais aussi et surtout faire participer nos salariés à un certain nombre d'actions sur ces projets. D'accord. Et on connaît une crise économique qui est devant nous et qui a même commencé, qui est significative. On a une crise sanitaire également très présente. C'est pas quelque chose qui vous fait réfléchir peut-être à retarder ce projet ou avoir une situation d'attente, comme on pourrait peut-être tout à fait le comprendre? Mais au contraire, je crois, comme on l'a déjà dit, que la période qu'on vient de vivre a fait qu'un certain nombre de personnes se sont posé la question du sens. On s'est tous posé, je crois, la question du sens. Et cet arrêt sur image qu'on a eu nous a permis d'y réfléchir et d'y travailler. Et je pense au contraire que c'est le bon moment pour essayer d'aller plus loin, pour développer toutes ces actions. C'est vraiment le bon moment. Je crois aussi qu'il est important qu'on puisse se confronter à ces projets-là parce que de la même façon que chaque individu trouve sa vraie personnalité quand il est confronté aux autres, je crois que pour l'entreprise c'est pareil. L'entreprise, si elle ne sort pas, si elle ne va pas vers l'extérieur, elle n'arrivera pas à trouver l'ensemble de sa vraie personnalité. Justement, vous avez prononcé tout à l'heure un mot qui, je pense, va être prononcé à de nombreuses reprises ce soir, c'est la notion de territoire. Comment concevez-vous cet attachement, cette relation entre une entreprise en Franche-Comté et son territoire et le lien avec le mécénat? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Vous avez une conception là-dessus? Oui, alors nous on est dans un métier de main-d'œuvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans un métier de proximité. En tout cas, c'est la vision que j'ai du métier de la propreté, c'est-à-dire que on fait travailler des salariés qui nécessairement habitent à proximité de l'entreprise,
avec des clients qui sont à proximité de l'entreprise. Donc on est vraiment déjà un employeur qui fournit un certain nombre d'emplois sur le territoire, Combien? Vous pouvez nous environ 200 pour les D'accord. emplois directs. Et ce n'est pas des emplois qui sont délocalisables, et c'est forcément des emplois de proximité, donc ça c'est important. Et puis on travaille également avec des clients qui sont en proximité, parce que si on veut assurer un service de qualité, il faut qu'on soit en capacité d'assurer un suivi régulier. Mais Donc on voit bien que la notion de territoire dans notre métier, elle est importante, elle est dans notre ADN en fait. Mais vous auriez pu supporter une équipe de foot, faire du sponsoring avec votre nom, comme on voit de nombreuses entreprises le faire, et c'est tout à fait louable, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais donc l'entrée du mécénat pour vous a vraiment du sens sur les territoires, la relation aux hommes. C'est vraiment votre porte d'entrée. Oui, alors on a fait aussi du sponsoring effectivement de clubs sportifs, mais je pense qu'aujourd'hui, pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, il faut qu'on aille plus loin, et je sens que le mécénat nous permet de renforcer le sens qu'on aura dans la communauté qu'est l'entreprise, et permet de le partager avec l'ensemble des collaborateurs. Merci beaucoup pour cette envie de mécénat et ce témoignage qui ouvre, je pense, des perspectives parce qu'on peut être une entreprise, on le verra, avec des tailles extrêmement différentes et pouvoir s'inscrire dans une action de mécène de façon tout à fait adaptée à sa taille, à son territoire et à ses valeurs. Merci beaucoup en tout cas pour ce premier témoignage. On reviendra vers vous tout à l'heure. Je souhaitais maintenant peut-être donner la parole à Christophe Broyer du pôle de compétitivité Vitagora, qui est un pôle assez connu en Bourgogne autour de la nutrition. Peut-être que vous allez nous présenter un peu plus cette activité et nous dire en quoi cette année, puisque 2020 marque votre entrée dans le monde du mécénat, vos premières actions, voilà, qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a été déclencheur de cette envie de mécénat pour Vitagora? Donc avant de parler peut-être du mécénat en tant que tel et notre entrée dans le mécénat, comme vous le dites, quelques mots sur Vitagora, parce que quand on parle de pôle de compétitivité, c'est jamais simple de comprendre cette notion. Alors en fait, on est une association qui réunit aujourd'hui 550 membres, composée majoritairement d'entreprises du domaine de l'agroalimentaire, mais aussi d'acteurs académiques et des établissements d'enseignement supérieur. Et notre objectif, en fait, c'est de faire travailler tout ce monde-là pour développer en fait la filière agroalimentaire locale, donc dans nos territoires, étant donné que Vitagora est sur deux territoires, comme vous l'avez cité tout à l'heure, Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France. Et notre objectif, c'est d'être au plus près de chacun des acteurs des territoires, donc des entreprises, et de les aider à se développer par le biais de l'innovation, mais pas que. De pouvoir aussi leur ouvrir des portes qu'elles n'ont pas su ouvrir jusqu'ici, et entre autres celles du mécénat, on pourra y revenir. Donc notre stratégie, c'est avant tout de faire en sorte d'améliorer le bien-être des consommateurs par l'alimentation durable. Donc on entend déjà la notion de durabilité, avec tout ce que ça peut entraîner autour de l'ESS aussi, parce que c'est vrai que les pôles de compétitivité n'étaient pas attendus sur tout ce qui était économie sociale et solidaire. Mais en fait, on s'aperçoit que compte tenu des attentes des consommateurs, du virage qui est pris au niveau des valeurs que porte l'aliment, on rentre petit à petit sur le sujet de l'ESS. Et donc nous, en tant qu'acteurs représentants des intérêts des entreprises, on a souhaité tout simplement pouvoir accompagner cette transformation et tout simplement leur offrir la possibilité de rencontrer des acteurs qui leur permettent de faire du mécénat. Donc Arnaud Sabatier, qui est à mes côtés, en parlera mieux que moi, mais on a permis à certaines entreprises d'être en contact avec des acteurs avec les épiceries sociales et solidaires, donc grâce aussi à l'intervention d'AG2R, La Mondiale, du groupe AG2R La Mondiale. Donc voilà, tout un ensemble de dispositifs, de choses. On est des facilitateurs, des catalyseurs de nouvelles actions, à chaque fois au profit des acteurs de nos territoires. Et je crois alors que pour vous, 2020, c'est une année de mécénat forte, puisque vous avez rejoint le club entreprise et mécénat en Bourgogne-Franche-Comté. Peut-être vous pourrez nous en dire un mot. Pourquoi aujourd'hui une tête de réseau comme la vôtre fait ce choix d'adhérer au club? Et puis, quelles ont été les actions conduites en 2020? Parce que c'est une année particulière. Alors, on a décidé de rejoindre le club pour permettre à notre filière agroalimentaire d'être présente et puis de pouvoir mieux appréhender ce sujet du mécénat que nous ne connaissions que peu, et de pouvoir ensuite relayer l'ensemble des informations
qui portent sur le mécénat. Donc ça fait partie des actions, une des actions que j'ai citées tout à l'heure a fait partie de notre programme d'action. On a souhaité aussi pouvoir s'inscrire dans du mécénat de compétences, parce que vous comprendrez qu'une association comme la nôtre a des moyens limités. Donc au niveau du mécénat, on ne peut pas faire peut-être tout ce que peut faire une entreprise, mais grâce en fait aux compétences existantes au sein de notre structure, on a pu effectivement faire bénéficier le club mécénat entreprise d'une compétence qu'on avait en interne cette année. Voilà. Alors concrètement, qu'avez-vous fait par exemple? Je crois que c'est une mise à disposition de ressources qui a du sens pour nous. Est-ce que vous pouvez peut-être en 2 mots le dire? Oui, en 2 mots, c'est la mise à disposition d'une stagiaire que nous avions recrutée et qui a fait un travail considérable au niveau d'un questionnaire pour justement pouvoir interroger les entreprises sur leur pratique du mécénat. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Oui, ce mais soir. c'est important de dire que le mécénat, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être du mécénat de compétences et qu'on peut s'impliquer sur la vie d'un territoire, au sein d'une structure, au sein de porteurs de projets, par des tas de façons, au travers de la communication, de conseils juridiques, de dons alimentaires. Enfin, on a souvent l'idée d'un chèque, d'une remise de chèque, et c'est ça, mais ça peut être aussi des tas d'autres choses. On va d'ailleurs, ça fait un point assez naturel avec Arnaud Sabatier, qui est donc président des Salaisons Sabatier. Et on ne sait pas toujours, Arnaud, mais vous êtes un mécène très actif. Et en fait, ça fait quelques années déjà que vous êtes un mécène discret, efficace. Vous ne faites pas de bruit, mais vous êtes présent sur des tas de projets. Alors, pourquoi est-ce que mécène aujourd'hui, ça a un sens pour les Salaisons Sabatier? Alors oui, donc effectivement, oui, nous sommes mécènes depuis, je dis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, dans plusieurs domaines. Donc nous, au départ, notre activité, donc c'est la fabrication de charcuterie à destination de la grande distribution, mais aussi des restaurants, des collectivités. Donc pourquoi faire du mécénat? En fait, au départ, c'était vraiment pour s'ouvrir aux autres. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, hein, s'ouvrir au territoire, s'ouvrir à des domaines inconnus pour nous. En fait, vous avez cité les épiceries solidaires, on ne se connaissait pas auparavant. Voilà, donc en fait, le mécénat, ça ouvre des perspectives et ça permet des rencontres. Donc on s'est lancé dans le mécénat de plusieurs manières. La première fois, simplement en mécénant une action qu'on nous avait proposée. Après, on est allé sur le mécénat en dons alimentaires. Et on est même membre fondateur de Fondalim Bourgogne-Franche-Comté, donc un fonds de dotation alimentaire. Ça représente combien de tonnes par an, enfin, pour qu'on puisse avoir une idée du volume, parce qu'on ne parle pas de quelques kilos quand même, si ma mémoire est bonne. Alors, nos entreprises agroalimentaires ont souvent des choses à donner, puisqu'en fait, je prends souvent l'exemple, hein, on termine un carton avec 10 produits, il y en a 11, le 11e, il n'est dans aucun carton, donc il faut qu'il parte dans un autre circuit. Donc il existait jusqu'à maintenant des circuits de déstockage classiques, mais en fait ça on peut les donner en fait à des bénéficiaires localement. Et nous ça représente entre 10 et 20 tonnes par an. Alors ça peut paraître beaucoup, mais sur une production quand même de plus de 1500 tonnes. Donc, mais ça fait quand même 10 tonnes de donner localement à nos partenaires de proximité. Alors comment est-ce que vous êtes tombé, si je peux me permettre cette expression à la Uderzo, dans la marmite du mécénat? Alors, la première expérience? La première expérience, c'était effectivement une demande d'une collectivité locale qui restaurait un bâtiment. Donc voilà. Et moi, je ne pensais pas qu'on pouvait faire du mécénat avec peu de moyens financiers. Je pensais que le mécénat était réservé aux grosses entreprises qui faisaient des gros chèques. Bon, et finalement, je me suis rendu compte que non, on pouvait même être un mécène principal, parfois même unique, avec un montant adapté à notre activité. Donc c'est ce qu'on a fait. D'accord. Voilà. Vous avez eu cette phrase lorsqu'on s'est rencontrés. Vous m'avez dit, on peut être un grand mécène d'un petit projet. Et voilà, ça illustre peut-être le propos, mais quel est l'effet levier donné allez, si on parle de quelques sommes, symboliquement, un projet mécéné aujourd'hui par vous, avec un porteur de projet qui rejoint vos valeurs, vos intentions, on parle de combien par exemple? On peut être un mécène unique pour 1000 € sur un projet. Et là, on a une retombée presse intéressante. On peut être invité à l'inauguration de quelque chose. Et avec nos 1000 € d'investissement, finalement de dons, je ne vais pas dire d'investissement, de dons, eh bien, on devient un mécène unique. Et ça, c'est intéressant. En fait, moi, j'incite mes collègues chefs d'entreprise à devenir mécène unique ou avec un petit tour de table, parce qu'on devient mécène important. Très bien. Merci pour cette entrée en matière. Donc, on a effectivement des pratiques de mécénat extrêmement variables et on a
avec nous la chance d'avoir Olivier Barneau qui a quand même la société Géotech a une histoire du mécénat qui est déjà très ancienne et je vais en profiter pour rendre hommage à François Barnoux, votre père, qui a été l'un des membres fondateurs du club entreprise et mécénat en Bourgogne-Franche-Comté et qui a ouvert la voie pour votre entreprise à un mécénat très actif qui date maintenant d'il y a une quinzaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et nous tisser le fil de l'histoire? Parce qu'il y a une histoire au sein du groupe. Peut-être un petit mot déjà sur la société, avant de parler du mécénat Bien et de sûr. ce qu'on a pu faire depuis 15 ans. La société Géotech est donc un groupe familial qui a été créé par mon père il y a une cinquantaine d'années et qui est spécialisé dans les études géotechniques. Alors, pour faire simple, c'est des études de sol. Donc, on a des gens qui vont aller prendre des carottes dans le terrain et qui vont derrière permettre de faire des rapports pour déterminer comment adapter un projet de construction à son environnement et au sol. Donc on travaille à la fois pour des pavillons comme pour des autoroutes ou des éoliennes offshore. Voilà, donc c'est très très varié et on est dans le domaine de la construction. Aujourd'hui c'est un groupe qui fait 700 personnes, qui est basé, le siège est à Quetigny, donc dans la banlieue de Dijon, avec une trentaine d'implantations, une vingtaine en France et puis en Belgique et en Afrique avec plusieurs implantations en Afrique. Voilà, donc ça c'est pour dresser un petit peu le panorama du groupe. Alors effectivement, le mécénat a démarré en 2005 sous l'impulsion de mon père qui était passionné d'art contemporain et qui a commencé à faire du mécénat en achetant des œuvres d'artistes vivants, qui est une des pistes de mécénat possibles, un des axes de mécénat possibles. Et au fur et à mesure des années, a constitué une collection Géotech, qui est visible dans une galerie à Dijon, mais également dans différents endroits. On a eu la chance là, d'avoir une des œuvres exposées à la Banque de France de Dijon, dans les jardins de la Banque de France, depuis 1 an et demi. Voilà, donc mécénat d'art contemporain depuis 15 ans, et qu'on a poursuivi jusqu'à présent, sachant que mon père est décédé en 2016, donc il y a presque 4 ans. Et s'est posé la question de savoir ce qu'on faisait, si on poursuivait ou si on orientait les choses différemment. Et moi, j'ai souhaité l'orienter différemment. Donc, on a créé une fondation fin 2019 et on a commencé à soutenir différents projets en 2020. Donc, l'objet de la fondation, c'est de soutenir 3 axes différents. Un premier axe qui est l'aide aux populations en Afrique de l'Ouest, pour les besoins de base, donc accès à l'eau, à l'assainissement, à l'énergie, à l'éducation. Donc ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'insertion des personnes en difficulté en France. Alors ça peut être sur le handicap, ça peut être sur les problèmes de formation, les personnes loin de l'emploi. Et un troisième axe sur la lutte contre le réchauffement climatique. Donc 3 axes qui nous sont chers, qui ne sont pas toujours en rapport avec l'entreprise, mais avec une conviction personnelle et qu'on essaie de partager au niveau du groupe, que l'entreprise doit s'impliquer dans l'évolution de la société et dans les changements. Voilà. Donc du coup, un virage un peu à 180 degrés dans le mécénat, ça reste du mécénat, mais pas du tout dans le même objectif. Alors, justement, vous avez la particularité d'avoir une fondation abritée par la Fondation de France. Est-ce que c'est une forme atypique et en Bourgogne-Franche-Comté, une des peut-être les plus intégrées? Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots quel est le rôle de la Fondation de France à vos côtés? Alors effectivement, quand on a décidé de prendre ce virage vers d'autres axes que l'art contemporain, s'est posé la question de la forme dans laquelle on le faisait. Alors, il y avait effectivement les fonds de dotation, il y avait la fondation d'entreprise et puis la fondation abritée. Et il nous a paru que la fondation abritée avait un gros intérêt, c'est d'être accompagnée dans les démarches par la Fondation de France, qui est comme une grosse structure qui est très habituée au mécénat et qui permet d'éviter un certain nombre d'écueils quand on soutient des projets. Et donc là, ça fait 1 an qu'on travaille avec eux. On va soutenir une 12aine de projets cette année. On est en train de les soutenir et ça nous a paru important, au moins pour lancer la fondation, d'être accompagné par la Fondation de France. Très bien. Et vous avez évoqué, on avait parlé des porteurs de projets
Aujourd'hui, donc, ce sont les associations ou les personnes, les regroupements qui souhaitent porter à la connaissance des mécènes des projets potentiellement à mécéner. Quelle relation, Arnaud Sabatier, vous avez aujourd'hui avec les porteurs de projets? On vous sollicite comment? Et puis, on ira évoquer avec Pierre Arnaud comment est-ce qu'il entend aussi avoir cette relation-là, parce que pour l'entreprise, on est habitué à avoir des clients, on est habitué à avoir des salariés, et là, vous créez une sorte d'appel d'air en disant j'ai potentiellement la volonté de soutenir quelques projets et venez à moi et on en discutera. Et comment ça s'organise chez vous et comment vous aimeriez avoir une relation avec ces forces vives du territoire? Alors nous, par exemple, il faut quand même que ça ait un sens par rapport à notre activité, soit un sens territorial par rapport à une localisation ou un thème. Bon, moi, je vais vous citer un exemple. Par exemple, on a participé au rachat d'un fonds familial avec les archives de la Côte d'Or, dans l'objectif, nous, de trouver dans ce fonds d'anciennes recettes de cuisine, par exemple. Donc il y avait quand même un intérêt. Voilà, donc il faut que ça ait un intérêt territorial et que ça ait du sens par rapport à notre activité tout de même. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on ne participe pas, par exemple, à des grands projets nationaux de mécénat. C'est un choix, hein. C'est un choix de nos équipes et en interne. Et voilà, on échange sur ça. Pierre Arnaud, comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que vous envisagez cette relation au territoire? Alors également, notre cible, c'est de trouver des projets qui sont en proximité sur le territoire, pas des projets nationaux, des projets qui sont tournés, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers la fragilité, des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, des personnes en situation de handicap ou autres. Alors, il y a plusieurs pistes. Soit nous, on contacte directement des associations ou des structures qui travaillent avec ce type de public. Un exemple, on a pensé, sans pour l'instant que ce soit concrétisé, mais peut-être à se poser la question des écoles de production. Il y a une école de production à Besançon, il y a une école de production à Dole, qui accueille des jeunes en situation de décrochage scolaire pour leur apprendre un métier. Il y a peut-être des choses à imaginer avec eux. Et au-delà des projets que nous, on peut identifier, le club entreprise et mécénat en Bourgogne-Franche-Comté a aussi une base de données de projets. Et donc, on va aller regarder dans cette base de données s'il y a des choses qui peuvent correspondre aux valeurs de PS. Très bien. Olivier Barnou, aujourd'hui, pour avoir un projet soutenu par votre fondation, comment repérez-vous les projets qui seraient intéressants de soutenir? Alors effectivement, comme on a 3 axes assez différents et qui n'intéressent pas les mêmes porteurs de projets, on a lancé en fait début 2020 un appel à projet sur notre axe Afrique de l'Ouest via des collectifs d'associations et on a reçu 70 demandes de subventions. Donc ça fonctionne très bien, même parfois trop bien, parce qu'après il faut instruire ces 70 demandes pour aboutir à soutenir une dizaine de projets. Donc ça fait quand même beaucoup de malheureux, entre guillemets. Voilà. Et là, sur 2021, on a lancé au mois de septembre un appel à projet sur l'inclusion en milieu ordinaire des personnes souffrant de handicap pour faire nos projets de 2021. Et le Covid n'a pas du tout freiné vos projets, ni le cadencement que vous envisagiez initialement pour vous? Alors, très honnêtement, le 16 mars au soir, je pense comme tout le monde, on s'est posé des questions, savoir ce qu'on allait faire le lendemain matin à 8h. Passer les 2-3 premières semaines d'étonnement et d'adaptation forcément de l'entreprise, on s'est posé la question de savoir s'il fallait continuer ce qu'on avait prévu de soutenir en 2020. Et on s'est dit que justement en 2020, c'était peut-être l'année où les gens avaient le plus besoin encore de soutien. Comme nos projets étaient en plus en Afrique, je peux vous dire qu'aujourd'hui en Afrique, les États africains ne sont pas comme l'État français. L'activité partielle ou les PGE, ça n'existe pas. Et donc il y a des vrais besoins de soutien. Et donc ça nous paraît important de maintenir au même niveau ce qu'on avait imaginé en début d'année. D'accord. Alors, on va maintenant explorer un peu la façon dont les uns et les autres communiquaient ou avaient envie de communiquer. Et j'ai remarqué que vous aviez, une certaine discrétion sur vos actions de mécénat. Vous êtes plutôt des mécènes discrets, impliqués mais discrets. Et
j'aurais aimé savoir, et je pense qu'on se pose la question de savoir pourquoi cette discrétion. Qu'est-ce qui nourrit cette volonté d'être une force tranquille, mais de ne pas forcément communiquer beaucoup dessus? Comment est-ce que vous communiquez? Comment, avec la presse, les porteurs de projets, qu'attendez-vous d'eux en termes de logo, en termes d'invitation? Arnaud, vous évoquiez l'intérêt d'être présent à l'inauguration. Enfin, qu'est-ce que vous attendez comme retour et comme visibilité? Peut-être Arnaud? Oui, donc effectivement, le mécénat n'étant pas du sponsoring, c'est pas un retour direct de communication. Donc non, effectivement, il n'y a pas de logo. Il n'y a souvent pas de logo inscrit à part sur un carton d'invitation pour une soirée, par exemple. Voilà, donc c'est pas le but recherché du tout, hein. C'est la différence entre le mécénat et le sponsoring. Il faut quand même bien faire la différence. Et Avita Agora, comment est-ce que vous envisagez ça en termes de visibilité pour vous? Parce que Alors, vous n'êtes pas connu du grand public. Non, et on n'a pas vocation à l'être, hein, puisque par définition, on est des intermédiaires, donc on est plutôt des acteurs de l'ombre. On cherche même des fois à réduire notre exposition, compte tenu de notre activité. Donc le mécénat, pour nous, c'est plutôt d'être, encore une fois, de permettre à des entreprises d'y avoir accès et de pouvoir soutenir des projets qui vont être bons pour le territoire et qui vont permettre aussi d'être bons pour les consommateurs, parce que après cette crise Covid, on s'aperçoit que les habitudes alimentaires sont en train d'évoluer, elles ne sont pas en train de changer, elles s'accélèrent sur certains points bien particuliers. Et on a notre rôle à jouer en tant que pôle de compétitivité, de pouvoir accompagner ce changement grâce à des projets qui pourraient être soutenus via le mécénat. Alors justement, demain, comment envisagez-vous les choses? Vous aimeriez communiquer? Qu'attendez-vous des porteurs de projets une fois que l'action est financée, en cours de réalisation? Qu'attendez-vous en retour en termes de communication externe? Alors, en termes de communication, surtout interne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réflexion mécénat, pour moi, elle est tout à fait en cohérence avec la démarche RSE, avec le volet social, sociétal de cette démarche RSE. Et l'objectif premier, c'est de pouvoir donner un sens à des actions qui sont portées par l'entreprise et que ce sens soit partagé par les collaborateurs. Parce que je pense que ça peut servir à fédérer les équipes, à renforcer le sentiment d'appartenance. Et donc, la communication, oui, mais essentiellement orientée interne. Alors justement, on va se retourner vers ceux qui ont un peu plus de pratique du mécénat depuis quelques 15 ans, depuis aussi quelques années. Comment associez-vous vos collaborateurs à cette politique de mécénat? Comment sont-ils associés, informés, concertés? Enfin, comment vous travaillez avec vos équipes sur ce sujet? Puisque, on le dit depuis tout à l'heure, c'est pleinement intégré dans une logique de RSE. Voilà, c'est peut-être justement ce qui nous a conduit à faire évoluer notre mécénat au niveau du groupe. C'est que pendant 15 ans, le mécénat a plutôt été fait par mon père. C'est lui qui choisissait les œuvres, qui les exposait, etc. Donc, avec une implication des salariés relativement faible. Et là, dans le cadre de la fondation Géotech qu'on a créée, on a voulu justement que les salariés soient impliqués. Donc, on a fait un appel à candidature. On a créé un comité exécutif de la fondation où on est 8, dont 3 personnalités extérieures au groupe et 4 collaborateurs et moi-même. Et donc, on décide à 8 et c'est pas moi qui décide tout seul. Donc, voilà. Donc, dans les 70 projets qu'on avait instruits pour cette année, certains, je souhaitais les soutenir et on ne les a pas soutenus parce que la majorité du comité exécutif a choisi d'autres projets. Donc, je crois que pour moi, c'est très important que ce ne soit pas mon projet. C'est pas, même si c'est mon entreprise, entre guillemets, parce que ça reste une entreprise familiale, la fondation a la vocation à faire le bien autour de soi et pas forcément pour soi. Donc voilà. Alors, justement... Oui, nous, pour ce qui nous concerne, sur la partie dons alimentaires, donc ça, c'est plutôt très bien compris en interne et on a mis plusieurs mois à le structurer, à le mettre en place. Les collaborateurs ont compris pourquoi. Ils ont trouvé que ça avait du sens de faire ça maintenant, de donner ces produits-là plutôt que d'aller les vendre à droite à gauche à des déstockeurs. Donc c'était plutôt bien compris. Donc ça, on le met en avant effectivement, mais essentiellement en interne. D'accord. On compléterait peut-être sur le mécénat de compétences, Oui. Où là on a des projets en Afrique sur les forages d'eau et comme on a des hydrogéologues chez nous, on aide également les associations à monter leurs projets
et du coup en faisant du mécénat de compétences, même qui n'est pas valorisé pour le moment, c'est-à-dire qu'on le fait gratuitement entre guillemets, mais voilà, c'est également une application des salariés. D'accord. Mais est-ce qu'en interne, c'est pas une source d'interrogation, de crispation, parce que on est en phase de crise économique, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Est-ce que des fois, on se dit pas, excusez-moi de mettre les pieds dans le plat, mais le patron, il met de l'argent sur un lavoir, sur des recettes de cuisine ou sur un forage, etc. en Afrique, ça représente quand même quelques sommes et on apprécierait peut-être de voir ces sommes traduites en augmentation ou en investissement pour le comité d'entreprise ou dans l'outil de travail, hein. Par exemple, vous avez déjà cette démarche-là, mais est-ce que c'est parfaitement lisible et compris de vos collaborateurs? Jouons, allez, c'est un peu la question qui gratte, mais jouons carte sur table. Comment c'est vécu par vos collaborateurs? Ils vous regardent peut-être, hein. Je ne vous mets pas la pression, mais... C'est complètement complémentaire avec tout ce qu'on fait d'autre, hein. Ça n'empêche pas les investissements, ça n'empêche pas les évolutions, etc. hein. Et ça représente, comme je l'ai dit, quand même une petite partie de l'activité. Voilà. Donc, c'est bien compris. D'accord. Très bien. Et chez Géotech alors? Voilà. Bon, déjà, le mécénat, il est limité à 0,5% du chiffre d'affaires. Donc, de toute façon, c'est forcément relativement limité. Même si 0,5%, ça finit par être important en termes de somme. Nous, on a eu l'avantage, c'est qu'on a transféré des sommes qu'on investissait avant en œuvres d'art dans des projets d'intérêt général. Et donc, ça, c'est plutôt bien compris. Et après, c'est effectivement comment on communique dessus. Donc c'est vrai qu'en extérieur, vous voyez sans doute peu de communication aujourd'hui sur le sujet. Par contre, en interne, on communique très régulièrement sur nos projets, sur le suivi des projets en cours, etc. Très bien. Je peux rajouter un petit point? Bien sûr. Vous parlez des collaborateurs et vous avez cité l'exemple du lavoir. Alors, le lavoir, c'est un très bon exemple parce que c'est un de mes collaborateurs qui m'a apporté le dossier de mécénat il y a quelques années en disant tiens, dans mon village, on restaure un lavoir. Est-ce que l'entreprise peut participer? Et ça, finalement, c'est très bien comme démarche, voyez, parce que c'est en direct avec un collaborateur, il voit ce qu'on peut faire dans nos moyens, là encore. Et puis après, par contre, ce que je lui demande, c'est de nous représenter le jour de l'inauguration. Très bien. Donc en plus, oui, c'est pas vous forcément qui y allez, c'est un collaborateur, vous déléguez. Ah oui, celui qui propose d'apporter le projet, enfin, c'est lui après qui... Ah bah oui, c'est ça. C'est ce qu'on lui demande. Hein. Non mais c'est important de le signaler. On va peut-être passer aux questions dans la salle s'il y en a. N'hésitez pas à me faire signe, je vous vois. Même masqué, je vous vois très bien. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Une question juste derrière, monsieur. Le micro juste au deuxième rang. Voilà, par ici. Voilà. Alors, je vous demande de bien parler dans le micro. Peut-être de vous écarter un tout petit peu pour prendre la parole, puisque vous allez enlever le masque pour qu'on puisse bien vous comprendre et peut-être vous présenter et dire un mot bien dans le micro pour qu'on puisse vous entendre. Merci. Très bien, bonsoir, merci. Olivier Leroy, directeur des cités des vins et des climats de Bourgogne. Je voulais savoir si aujourd'hui on entend beaucoup de mécénat social, effectivement, et je pense que la crise va en ce sens renforcer le soutien que vous apportez aux gens en difficulté, c'est très bien. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que c'est potentiellement au détriment d'autres sujets qui sont importants, tels que le sport, la culture, etc. Merci. Alors, qui s'y colle? Arnaud. Moi, je veux bien apporter une première réponse. En fait, en 2020, je le constate, on a très peu été sollicité par les domaines que vous venez de citer. Effectivement, nous, dans notre domaine, on a été sollicité par l'alimentaire, mais on n'a pas été sollicité par d'autres domaines. Donc peut-être qu'il y aura des conséquences, effectivement. Olivier, peut-être? Et puis peut-être pour aller sur le domaine du sport, je pense qu'on arrive à la limite entre sponsoring et mécénat. Et effectivement, sponsoring, c'est d'autres objectifs. Si on parlait tout à l'heure, le mécénat, c'est pas forcément d'avoir son image collée quelque part. C'est pas ça l'objectif et c'est pas ça qu'on recherche quand on fait du mécénat. Donc voilà, je crois que les deux objets sont différents, sont complémentaires. Alors nous, on fait quelques sponsoring pour des salariés dans tel ou tel club. Effectivement, on a des demandes régulières, on les fait. Ça représente des sommes assez minimes généralement. On n'a pas arrêté pour autant. Voilà, mais c'est des sommes beaucoup moins importantes que ce qu'on consacre au mécénat aujourd'hui. Très bien. Y a-t-il une autre question dans la salle pour faire écho aux propos des uns et des autres?
Est-ce que vous souhaitiez... Toutes les questions sont bonnes à prendre, donc n'hésitez pas, ils sont prêts. Donc, une autre question peut-être? Écoutez, on n'est pas loin du terme de cette rencontre, de ce dialogue. On avait promis d'être sur un format d'1 heure, on n'en est pas loin. On va accueillir Virginie Taupeneau, qui, je le rappelle, est la dirigeante du cabinet Coalliance, un cabinet de management de projets collectifs et stratégie de financement, et qui est par ailleurs une membre très active du club et qui a un regard assez affûté de l'actualité du mécénat. Donc Virginie, je te propose de venir nous rejoindre, de te mettre par ici, voilà, avance-toi un tout petit peu, et de peut-être nous faire un peu la synthèse de ce que tu as entendu, de façon à voir les points communs, les points divergents, les points convergents aussi. Merci Grégoire. Alors ce qu'on peut dire par rapport aux témoignages, on a des PME, des entreprises de taille intermédiaire, c'est qu'on se rend compte que la pratique du mécénat, en fait, elle est quand même réfléchie par rapport à la stratégie de l'entreprise. On voit bien que les pratiques sont différentes, mais parce qu'elles sont liées à la culture de l'entreprise, elles sont liées à ses métiers, elles sont liées à son ADN, à ses valeurs et à ce qu'elles vont vouloir incarner à travers le mécénat. Donc on l'a bien dit, le mécénat, c'est vraiment pas du sponsoring, c'est pas un one-shot, c'est vraiment la déclinaison du projet d'entreprise qu'on va incarner à travers le mécénat. Quelque chose qui est aussi très important aujourd'hui, qu'il n'était pas au démarrage de la loi sur le mécénat qui date de 2003. La loi sur le mécénat, elle a été faite, Olivier, tu le disais, sur la partie culturelle. C'était le ministère de la Culture qui a lancé cette loi sur le mécénat. On voit bien qu'il y a une évolution des pratiques d'un mécénat essentiellement culturel en 2003. En 2005, on a basculé sur un mécénat social, sociétal. On s'est dit, c'est l'effet du tsunami. Et en fait, on voit que c'est vraiment ancré, parce que vous l'avez dit, c'est qu'aujourd'hui, on va intégrer sa stratégie de mécénat dans une stratégie plus large, une stratégie soit de responsabilité sociétale, quand on en a une dans son entreprise, soit tout simplement dans son ancrage territorial. Tout au long de cette table ronde, dit différemment, mais quel que soit le chef d'entreprise, que ce soit une entreprise familiale, un chef d'entreprise, que ce soit un pôle de compétitivité, on se rend compte que le mécénat, on va vouloir incarner les valeurs de l'entreprise, on va vouloir renforcer son ancrage territorial, on va favoriser le rayonnement de son territoire, aussi contribuer à son développement économique. Denis Hamot le disait, les entreprises contribuent à des emplois. Vous parliez d'emplois de proximité, de clients de proximité, et aussi en soutenant les acteurs territoriaux, ça permet de donner un rayonnement de son territoire et aussi renforcer son attractivité. Ça peut être quand on a une activité de tourisme, mais c'est aussi pour trouver des collaborateurs. Donc on voit bien que le mécénat, il va bien au-delà d'un simple soutien financier. Et vous l'avez beaucoup dit ce soir, on est habitué au mécénat financier. On voit de plus en plus les entreprises se posent la question du mécénat de compétences, d'impliquer les salariés, de les fédérer, de les associer dans le choix des projets et surtout que ces projets soient en cohérence avec l'ADN, avec les valeurs et que ce ne soit pas que les valeurs et l'ADN du chef d'entreprise, même quand on est une entreprise familiale, mais que ce soit les valeurs portées par les collaborateurs et on le porte d'abord en interne avant de le porter en externe. Et c'est vraiment le gros changement, ce que disait Grégoire, de l'évolution du mécénat. En 2003, c'était essentiellement un mécénat de communication externe, avec beaucoup de confusion entre le mécénat, le sponsoring, on n'arrivait pas trop à savoir. Je me rappelle au club, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait du mécénat, on fait du sponsoring, parce qu'on était beaucoup sur la com externe. Aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé de com interne, vous avez beaucoup parlé d'ancrage territorial, de valorisation de nos collaborateurs, de valorisation de nos produits, aussi d'avoir une responsabilité sociétale. Christophe parlait, voilà, c'est vrai que la crise, on s'est posé la question de l'alimentation, l'expérience, l'opération de mécénat que Vitagora a contribué à mettre en place avec Arnaud Sabatier, qui est une PME régionale auprès des épiceries sociales et solidaires. Tout ça, c'est en circuit court pour une alimentation saine et durable auprès d'un public en précarité. Donc, on voit bien qu'on a changé la donne. Olivier le disait aussi, d'un mécénat culturel et porté par son fondateur. On est sur un mécénat
partagées par les collaborateurs et sur des dimensions sociétales par rapport à des problématiques sur notre territoire ou au-delà, comme vous l'avez à l'étranger. Donc je pense que ça, c'est un effet marquant. C'est ce témoignage de ces entreprises, mais il est global. Il n'est pas qu'en Bourgogne-Franche-Comté, ce n'est pas que ces chefs d'entreprise. Hein, on parlait tout à l'heure, on a fait, grâce à un soutien d'un mécénat de compétences, une étude sur les pratiques de mécénat de nos adhérents et au-delà. C'est ce qui revient aujourd'hui. C'est une tendance de fond au niveau de nos territoires et l'ADMICAL fait exactement le même constat. Elle a fait une étude liée à la crise Covid. Ils sont un peu sur les mêmes constats. Voilà ce qu'on peut dire. Juste un petit point, on pourra faire un parallèle avec la loi PAC qui interroge les entreprises sur leur raison d'être, leur vision. Et c'est vrai que le mécénat aujourd'hui va vraiment être la résonance encore plus vraie, puisque le mécénat, c'est la première chose qu'on se pose. Quelle est ma raison d'être? Et c'est vraiment là où l'entreprise pourra vraiment incarner ce questionnement et si elle a envie de le mettre en avant. Merci beaucoup. Merci pour cette synthèse. Je te propose de rester ici. Alors, nous arrivons au terme de cette rencontre, de ce dialogue. Merci à tout le monde, à tous, pour votre implication, la qualité de vos propos, la clarté qui, j'espère, saura inspirer et guider d'autres responsables d'entreprise, d'autres chefs d'entreprise au bénéfice de leur territoire. Alors, bien sûr, on va quand même prendre quelques minutes pour remercier toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce projet depuis le début. L'équipe de direction du lycée Charles Nodier de Dole qui nous accueille, merci encore pour le cadre et les conditions d'accueil. Un petit coucou spécial, si je peux me permettre, aux membres de la commission communication du club entreprise et mécénat en Bourgogne-Franche-Comté. On est pour la plupart des communicants ou des personnes impliquées dans nos entreprises. On donne du temps bénévolement à cette action. Un coup de chapeau spécial à Léo de l'agence 3e élément qui a vraiment fait beaucoup pour coordonner l'opération. C'est du mécénat de compétences, je t'en passe ici. Ça mérite d'être souligné et merci à vous. Et puis également un merci à Nadège Joran et à l'agence ICOM pour leur accompagnement digital. Il était précieux et nécessaire, d'autant plus en ces temps de Covid-19. À Émilie Bourny qui est juste par ici pour l'organisation de l'ensemble du dispositif technique, à l'entreprise sur scène. Merci beaucoup pour les conditions d'accueil, pour la façon dont vous avez su nous mettre à l'aise et c'était très précieux. Les moyens techniques, on les leur doit ce soir et merci à eux. Je crois qu'en ces temps un peu difficile, souligner l'importance des acteurs de la communication et de l'événementiel est important, donc n'hésitez pas, ce sont tous dans leur domaine, des experts et en Bourgogne-Franche-Comté, on est bien loti en termes d'entreprise événementielle et de communication. Merci à elle. Et puis, on vous invite bien sûr à aller visiter régulièrement le site mécénatbfc.org. N'hésitez pas à aller régulièrement voir les actualités du mécénat en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis de rejoindre très très vite, là, avant même la fin de mon propos, la page LinkedIn pour nous suivre régulièrement. Ça sera précieux, donc n'hésitez pas. Encore merci à Virginie également pour son propos de synthèse. Merci beaucoup. Et puis, on vous dit à bientôt sur nos pages de réseaux sociaux et puis également sur le site internet du club Entreprise et Mécénat. Bonsoir. Je voudrais vous donner. Pardon. On a 2 événements qui nous paraissent importants. Le club entreprise et mécénat en Bourgogne-Franche-Comté, on est le relais en Bourgogne-Franche-Comté d'une association reconnue d'utilité public qui est l'ADMICAL, qui œuvre depuis 40 ans sur la promotion et le développement du mécénat auprès des entreprises. Donc on est leur interlocuteur en Bourgogne-Franche-Comté. Ils organisent un forum sur le mécénat le 24 et le 25 novembre. Donc pareil, ce sera en live, vous pouvez vous inscrire. Ils seront sur le mécénat au défi de la crise, donc on voit bien qu'on est dans les mêmes thématiques. Et puis aussi au niveau du club entreprise et mécénat, on aura une restitution de l'étude sur les pratiques du mécénat en Bourgogne-Franche-Comté des entreprises qu'on a fait auprès de nos adhérents et qu'on est en train d'étendre auprès des autres entreprises. Alors grâce au soutien de mécénat de compétences dont parlait Christophe de Vitagora, ce sera la première fois où il y aura la restitution de l'étude nationale faite par l'ADMICAL et en même temps d'une étude régionale. On est la première région à faire cette étude régionale en lien avec l'ADMICAL, avec toute leur méthodologie d'études, qui sont des méthodologies avérées d'études. Donc on vous restituera au premier semestre 2021.
Voilà. De toute façon, vous retrouverez cette actualité sur notre page LinkedIn, sur notre réseau Internet. Juste en dernier, je souhaitais remercier à nouveau le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour le soutien qu'il nous apporte et qui nous permet de déployer nos activités et puis cette soirée. Grégoire Ancel, qui est directeur marketing et la communication à Grand Dijon Habitat, pour son animation. Il l'avait fait l'année dernière et ça avait été plébiscité, donc on l'a ressollicité. Et puis, on a cité Léo Bonin de la commission communication. Je voudrais aussi citer nominativement, parce que c'est important, c'est énormément d'heures de travail. Donc, je pense à Nathalie Renvoise de la direction régionale de la Caisse d'épargne et à Isabelle Maille-Ferrière de la direction régionale d'EDF. Parce que tout ce travail, c'est vraiment l'ADN du club entreprise et mécénat. Nous ne faisons que du bénévolat. Sur notre temps de travail, nous nous réunissons entre midi et 2, le soir, le week-end. Voilà, c'est toute une organisation, d'autant plus qu'il y a eu la crise et qu'on a dû prendre les deux options, en direct, en live, les deux. Donc merci à tout le monde et puis merci aux personnes présentes et merci aux intervenants pour le temps donné. Je sais que vos agendas sont très pris pour avoir préparé, pour être présents. Bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir.